Le 15 juin 1944, le soleil se leva sur Holton, dans le Maine, en teignant les immenses champs de pommes de terre de thon doré, qui s'étendaient à perte de vue jusqu'à la frontière canadienne. Pour les 117 soldats allemands qui descendaient du train de voyageurs, reconvertis à la petite gare rurale, ce paysage paraissait inimaginable. Ils avaient passé 3 semaines à traverser l'Atlantique dans la cale d'un Liberty Ship transformé, suivi de 2 jours supplémentaires en train pour les emmener plus profondément dans ce que leur geôlier nommait le cœur de l'Amérique. L'Oberleutnant Werner Hoffmann, ancien de l'Afrika Korps, observait ces hommes descendre sur le quai, avec le regard las de soldats guettant une embuscade à chaque instant. On leur avait annoncé un transfert vers un camp de prisonniers de guerre, mais le voyage avait ressemblé à une plongée croissante dans l'inconnu à mesure que les kilomètres défilaient. Aucun de ces hommes n'aurait pu prévoir que leur séjour dans ce coin reculé des États-Unis briserait toute leur certitude apportée par-delà l'océan, les convertissant d'adeptes de leur cause, en observateurs d'une réalité si éloignée de leurs enseignements qu'elle remodèlerait leur vision du monde entier. Werner Hoffmann avait été fait prisonnier près de Tunis en mai 1943. Âgé de 28 ans, fils d'un boulanger de Munich, il s'était engagé dans l'armée en 1938. Séduit par les promesses de fierté nationale retrouvée et de prospérité économique, son unité avait combattu en Afrique du Nord pendant 11 mois avant que les forces alliées ne les encerclent lors de l'offensive finale. La capitulation s'était déroulée de manière ordonnée, presque professionnelle. L'officier britannique qui avait pris son pistolet s'était montré courtois, voire respectueux. Mais le véritable choc était survenu au cours des mois suivants. D'abord, les camps en Afrique du Nord où la nourriture arrivait régulièrement et les soins médicaux étaient dispensés sans hésitation. Puis le transfert en Angleterre, où les civils observaient les colonnes de prisonniers avec une curiosité plutôt qu'une hostilité. Et voilà maintenant ce périple vers l'Amérique, un pays qu'on leur avait décrit comme décadent, corrompu, au bord de l'effondrement sous le poids d'une économie de guerre forcément en ruine. Sur le quai de Holton, Werner compta machinalement ses hommes, 117 présents, la plupart jeunes, issus de milieux ruraux comme le sien. Lohnreizia Klaus Becker, un fils de fermier bavarois. Gericht Hans Müller, employé à la boucherie de son père à Stuttgart. L'Oberreiter Franz Beiber, un homme discret des montagnes autrichiennes qui parlait peu mais remarquait tout. Ce n'étaient à peine pas des fanatiques, juste des soldats qui avaient un peu cru ce qu'on leur disait, parce que tous autour d'eux y croyaient aussi. L'officier américain qui les attendait sur le quai ne ressemblait en rien à ce que Werner avait imaginé. Le capitaine Robert Morrison, mesurant à peine 1,73 mètres, un peu en surpoids, avec des lunettes rondes qui lui donnaient l'air d'un instituteur, plus que d'un militaire. Il ne portait pas d'armes. Les 6 gardes qui l'accompagnaient avaient des fusils en bandoulière, portés de façon si décontractée qu'ils paraissaient plus décoratifs que pratiques. Morrison s'avança, s'éclaircit la gorge et s'adressa à eux en allemand hésitant, à l'accent approximatif qui arracha quelques sourires étouffés aux prisonniers. Mais l'effort en lui-même étonna. Puis le capitaine lâcha une phrase qui coupa le souffle de Werner. Il expliqua qu'il serait affecté aux fermes locales
pour la saison des récoltes, rémunéré à 80 cents par jour en bon du camp, nourri comme les soldats américains et logé dans des baraquements inspectés par la Croix-Rouge internationale. Klaus Becker se pencha vers Wehrer et murmura, presque inaudible: « Il ment, c'est un piège. » Wehrer ne répondit pas, mais il se dit que Klaus avait peut-être raison. C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir des punitions, des privations, la vengeance légitime d'une nation sur ses ennemis capturés. Il s'attendait à un labeur éreintant, à une nourriture à peine suffisante, au traitement habituel infligé aux soldats tombés aux mains de l'adversaire. Le trajet en camion jusqu'au camp Holton dura 20 minutes sur des routes impressionnantes de terre, traversant des terres agricoles plus florissantes que tout ce que Wehrer avait connu en Allemagne, même avant la guerre. Les baraquements, à leur arrivée, étaient des constructions en bois simples, mais solides, avec de vrais lits, et non des couchettes. Chaque homme reçut 2 couvertures, un oreiller et un casier. Les latrines étaient propres, avec de l'eau courante. La cantine embaumait la peinture fraîche et les odeurs de cuisine. Ce premier soir, au dîner, Wehrer observa les visages de ces hommes devant leurs rations: pommes de terre bouillies, haricots verts, pain beurré et ce que le cuisinier américain appelait du meatloaf. Les rations n'étaient pas abondantes selon les critères d'avant-guerre, mais elles restaient copieuses. Surtout, elles étaient chaudes, fraîches et manifestement identiques à celles servies aux gardes américains dans leur propre réfectoire. Franz Weber mangeait avec lenteur et méthode, le visage impassible. Une fois son assiette vide, il posa sa fourchette et prit la parole pour la première fois depuis leur départ du navire. « Ça ne rime à rien. Où est la faim? Où est l'épuisement? On nous avait dit que leur production s'effondrait, que leur population crevait de faim. » Wehrer n'avait aucune réponse. Lui aussi avait entendu les mêmes discours. La capacité industrielle américaine passait pour un mythe, une propagande destinée à terroriser le peuple allemand. L'armée US devait être faible, dirigée par des officiers politiques incompétents, équipés d'armes médiocres, sortis d'usines où les ouvriers, rongés par le chômage et les inégalités, travaillaient sans motivation. Pourtant, ce que voyaient ses propres yeux commençaient à prouver le contraire. Les affectations au travail démarrèrent le lundi suivant. Le groupe de 30 hommes de Wehrer fut conduit à la ferme de la famille O'Brien, 5000 acres de champs de pommes de terre, s'étendant sur des collines ondulantes parsemées de machines modernes. Michael O'Brien, un homme d'une 50aine d'années bien entamé, buriné par les intempéries et peu loquace, dirigeait l'exploitation depuis 30 ans. Ses fils combattaient à l'étranger, l'un dans le Pacifique, l'autre en Europe. Sa fille Sarah s'occupait du bureau et organisait les équipes. O'Brien s'adressa aux prisonniers par l'intermédiaire d'une interprète, une jeune femme de l'université locale, parlant un allemand impeccable. Il décrivit les tâches, montra les gestes pour une récolte correcte et fixa les quotas journaliers. Puis il fit un geste qui surprit Wehrer. Il les invita à poser des questions. Klaus leva la main d'un air hésitant. « Et si on n'atteint pas les quotas ?» La réponse d'O'Brien, traduite à la volée, fut d'une franchise terre à terre. « Eh bien, on prolonge un peu le lendemain pour rattraper. C'est de l'agriculture, pas une chaîne de montage. Certains jours, le temps aide,
d'autres pas. J'ai besoin d'ouvriers solides, pas de robots. La besogne était rude, aucun doute là-dessus. Récolter des pommes de terre impliquait de se courber, de soulever, de porter sans relâche sous le soleil d'été, mais c'était un labeur honnête, comme celui que le père de Vérer avait accompli avant d'ouvrir sa boulangerie. Un travail que la plupart de ces hommes saisissaient d'instinct. Chaque soir, il regagnant le camp, recevait un repas chaud et pouvait rédiger des lettres pour la famille sous l'œil distrait de son sœur, qui paraissait plus ennuyé que zélé. 3 semaines après le début de leur tâche, un événement ébranla Vérer plus violemment que tout le reste. C'était un samedi après-midi, étouffant pour le Maine en juillet. Les équipes avaient eu quartier libre l'après-midi. O'Brien jugeant la chaleur trop dangereuse pour travailler dehors. Vérer et quelques autres se reposaient à l'ombre des baraquements pour se rafraîchir quand un convoi de camions passa sur la route principale. Peint en vert olive, tout neuf, parfaitement identique, ils formaient une file si interminable que Ferrer cessa de compter à 200. Chacun était chargé de caisses arborant divers marquages militaires. Le défilé dura près de 20 minutes. Hans Miller observa les véhicules s'éloigner vers la frontière canadienne, l'air soucieux. « J'ai tenu le compte », murmura-t-il. Ottawa, c'est le 4e convoi de la semaine. Tous au nord, tout du matos flambant neuf. France intervint, la voix teintée d'une amertume inédite. Mon frère bossait en logistique. Il m'avait dit que la production totale de camions en Allemagne en 1942 frôlait les 30 000 unités. Combien en avez-vous vu défiler ici ces 3 dernières semaines, à votre avis? Vérer avait fait ses propres comptes et les chiffres donnaient le vertige. Si ce rythme se répétait à travers les États-Unis, si une production de cette ampleur se déroulait en plusieurs endroits même parallèles, alors tout ce qu'on leur avait seriné sur la faiblesse industrielle américaine n'était pas simplement faux. C'était d'une erreur cataclysmique, inimaginable. Le dimanche suivant apporta une autre découverte. Le camp Holton autorisait les prisonniers à assister aux offices religieux en ville, sous escorte, mais assis parmi les civils. Vérer n'avait jamais été fervent croyant avant la guerre, mais il accompagna le groupe à l'église luthérienne, par curiosité plus que par piété. L'édifice était une petite construction en bois blanc avec un clocher modeste. À l'intérieur, une bâche-haine de fidèles occupe entre les bancs. Les prisonniers furent placés au fond, mais traités sinon comme les autres. Le pasteur, un vieil homme prénommé Révérend Thompson, prêcha en anglais, mais les idées étaient assez universelles pour que Vérer en saisisse l'essentiel sans traduction. Ce qui le frappa le plus violemment, ce fut la corbeille des offrandes. Tandis qu'elle circulait de rangée en rangée, il vit des gens modestes y déposer leur obole. Il s'agissait de fermiers, de commerçants et d'ouvriers, les gens du labeur d'une petite bourgade rurale. Pourtant, les billets qu'ils déposaient dans le plateau n'étaient pas les dons désespérés d'un pays aux abois. Ces gens-là disposent visiblement de ressources suffisantes, non seulement pour vivre, mais pour faire preuve d'une générosité abondante envers leur Église. À la fin de l'office, plusieurs habitants s'approchèrent des prisonniers, mêlant curiosité et bienveillance. Une femme âgée leur proposa des biscuits qu'elle avait cuisinés maison. Un homme se présentant comme le seul médecin de la ville
s'enquit de savoir si les captifs bénéficiaient de soins médicaux appropriés. Un petit garçon d'une dizaine d'années interrogea Vérer, dans un allemand hésitant, pour vérifier si c'était vrai qu'il avait chevauché un chameau en Afrique. Le père du garçon s'excusa de cette interruption, mais Vérer se surprit à sourire, les rassurant tous deux en affirmant que la question était tout à fait légitime, et que oui, il avait bel et bien monté un chameau, même si ce n'était pas avec grande maîtrise. Ces gens n'étaient en rien les dégénérés affaiblis qu'on lui avait écrits. C'étaient de simples familles menant une existence quotidienne dans un pays qui ne laissait paraître aucun signe de l'effondrement qu'on lui avait annoncé comme imminent. Le changement dans la vision du monde de Vérer ne survint pas d'un coup. Il s'opéra peu à peu. Telle l'eau qui use la pierre parmi l'observation infâme, contredisant tout ce qu'il croyait savoir. Il y eut ce jour où Klaus se blessa la main sur un outil agricole, une entaille superficielle, qui nécessita pourtant des pointes de suture. Le médecin du camp, un officier américain, le soigna avec le même dévouement qu'à ses propres soldats, en utilisant une véritable anesthésie, de vrais fils de suture et de vrais antibiotiques. Il y eut ce soir où l'administrateur du camp annonça que la Croix-Rouge internationale avait organisé l'envoi de colis depuis l'Allemagne. Et ces colis arrivèrent fidèlement, intacts, hormis les inspections de routine. Il y eut cet après-midi où Vérer surprit deux gardes exprimant leur crainte que la guerre en Europe dure encore 1 an ou plus. Et leur inquiétude ne portait pas sur la capacité des États-Unis à poursuivre le conflit, mais sur le nombre de leurs amis et frères qui ne rentreraient pas. Le choc le plus violent survint peut-être fin août, lorsque le camp reçut sa première livraison de journaux en langue allemande. Ce n'étaient pas des torchons propagandistes, mais de véritables publications américaines en allemand, destinées à la importante communauté germano-américaine. Vérer les parcourut avec une incrédulité croissante. Elle relatait de son phare les revers et difficultés des forces alliées. Elle diffusait des chiffres de pertes et des débats sur la stratégie militaire. Elles accueillaient des lettres de lecteurs critiquant les politiques gouvernementales. France surprit Vérer plongé dans l'un de ses journaux, un air de stupeur sur le visage. Ils publient ça! Ils laissent leur propre peuple lire des critiques contre le gouvernement en pleine guerre. Vérer ne put qu'acquiescer d'un signe de tête. Il avait grandi dans un régime où une telle franchise était impensable, où l'unité était imposée par le contrôle de l'information et la répression des dissidences. L'idée qu'une nation puisse fonctionner, mener une campagne militaire victorieuse, tout en tolérant chez ses citoyens des débats et critiques ouverts, semblait contredire tout ce qu'il concevait du fonctionnement des sociétés. Septembre marqua l'apogée de la saison des récoltes, entraînant un tournant dans les relations entre prisonniers et locaux. Les équipes de travail étaient indispensables. La récolte de pommes de terre du Maine nourrissait non seulement les troupes américaines, mais aussi les forces alliées en Europe et dans le Pacifique. Chaque ferme de la région manquait cruellement de bras, la plupart des jeunes hommes étant partis au front. Les prisonniers n'étaient plus perçus comme des ennemis surveillés, mais comme des ouvriers indispensables dont l'effort était sincèrement apprécié. Monsieur O'Brien se mit à inviter Vérer à partager ses pauses de déjeuner, de modestes repas composés de sandwichs
et d'eau fraîche, mais qui offrait des échanges que le fermier semblait savourer. O'Brien avait combattu durant la Première Guerre mondiale en France et entretenait une relation nuancée avec les notions d'ennemi et d'allié. Un après-midi, à l'ombre d'un immense chêne délimitant les champs de pommes de terre, O'Brien posa à Wöhrer une question que l'interprète hésitait à traduire. Mais Wöhrer insista, et la jeune femme finit par la formuler. Monsieur O'Brien aimerait savoir ce que vous imaginiez qui vous arriverait si vous étiez capturé, ce que vous attendiez de l'Amérique. Wöhrer réfléchit longuement à sa réponse. Il maîtrisait désormais suffisamment l'anglais pour saisir la plupart des conversations autour de lui, quoiqu'il dépendît encore de l'interprète pour les idées complexes. Enfin, il répondit dans son anglais prudent et fortement accentué. « On m'a enseigné que l'Amérique était faible, que votre peuple était divisé, que vos usines périclitaient, que vous ne pouviez tenir face à un adversaire déterminé. On me l'a enseigné par des personnes en qui j'avais confiance, et je l'ai cru car rien ne me poussait à en douter. » L'interprète traduisit. Bien que l'expression de M. O'Brien laissât deviner qu'il avait déjà saisi l'essentiel, l'agriculteur resta silencieux un long moment avant de prendre la parole. « Mon fils John sert actuellement dans votre pays. En France, d'après les dernières nouvelles, en train de progresser vers la frontière allemande. Je pense à lui chaque jour. Je me demande s'il est bien traité en cas de capture. Si ceux qui le détiennent comprennent qu'il n'est qu'un garçon de ferme du Maine, partez accomplir son devoir. » O'Brien s'interrompit, but une longue gorgée d'eau. « Je me dis que la meilleure chose à faire est de vous traiter, vous, les gars, comme j'espère qu'on traita John. Pas parce que je vous trouve dans le vrai, ni parce que j'ai pardonné les actes de votre pays, mais parce que vous êtes là, que vous bossez, et que vous êtes des êtres humains dignes d'un minimum de respect. » Ces mots firent bouger quelque chose au fond de Wöhrer, un effondrement définitif de certitude qu'il n'avait même pas conscience de conserver encore. Ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas le signe d'une civilisation en déliquescence. C'était autre chose, une réalité pour laquelle il n'avait aucun repère, faute de l'avoir jamais vue ou apprise. Les semaines se muèrent en mois. L'été céda la place à l'automne, et les tâches se poursuivirent. Les prisonniers devinrent des figures familières dans la communauté. Les commerçants de Holton s'habituèrent à croiser les équipes de travailleurs traversant la ville. Les enfants leur faisaient signe depuis les cars scolaires. Les gardes, initialement stricts et cérémonieux, se relâchèrent peu à peu pour ressembler davantage à des contremaîtres qu'à des geôliers. En octobre, la nouvelle parvint au camp que les forces alliées avaient bientôt franchi la frontière allemande par l'ouest. Les prisonniers accueillirent cette information avec un mélange complexe de sentiments. Pour certains, elle confirmait leur pire crainte d'une invasion de la patrie. Pour d'autres, comme Wöhrer, elle soulevait des interrogations sur ce qu'ils découvriraient à leur retour éventuel au pays, le moment venu. Un soir, après que la rumeur eut circulé dans le camp, Klaus entraîna Wöhrer à l'écart. Son visage était soucieux, sa voix étouffée. « Ma famille est en Bavière. La ferme de mon père se trouve pile sur le trajet de l'offensive. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui leur arrivera? » Wöhrer repensa au fils de Michael O'Brien,
au médecin de la ville qui s'était enquis de leurs soins, au révérend Thompson qui les avait invités à l'église. Il songea à l'abondance des vivres, aux convois interminables de matériel, aux journaux publiant des critiques contre leur propre gouvernement. « Je crois, répondit-il posément, que si les Américains atteignent la ferme de ton père, ils auront sans doute besoin de bras pour la moisson, et je pense qu'il sera surpris du traitement qu'il recevra. » Ce n'était pas le réconfort que Klaus espérait, mais c'était la seule réponse sincère que Wehrer pouvait offrir. Novembre apporta les premières neiges, précoces même pour le Maine, et un changement dans les affectations. La récolte achevée, les prisonniers passèrent à des travaux divers. Certains allèrent dans des camps forestiers, d'autres dans des équipes d'entretien, d'autres encore dans de petites usines fabriquant des produits civils. Le groupe de Wehrer fut chargé de réparer et d'entretenir du matériel agricole en le préparant pour le stockage hivernal. Ces tâches exigeaient des compétences en mécanique et en ingénierie. Franz, qui avait œuvré dans un atelier avant son incorporation, s'avéra précieux. Il repérait les pannes à l'oreille, fabriquait des pièces de rechange. Avec peu d'outils, ranimait des machines défaillantes par un savant mélange de savoir et d'intuition. George Patterson, propriétaire de l'atelier de réparation, discerna tout de suite son talent. Il se mit à lui enseigner les méthodes américaines, lui montra des machines plus modernes, lui expliqua les avancées en machinisme agricole, bien en avance, sur tout ce que France avait connu en Europe. Les deux hommes se comprenaient grâce à un allemand approximatif et à un anglais bancal, enrichi par le langage universel des mécaniciens et ingénieurs. Un après-midi, Wehrer observa Franz et Patterson penchés sur une machine particulièrement ardue, concentrés côte à côte, et comprit qu'il assistait à un moment décisif. Ces deux hommes, dont les nations s'affrontaient dans un conflit sanglant ayant déjà fait des millions de morts, coopéraient pour résoudre un problème qui aiderait à nourrir les gens. L'absurdité de la situation, alliée à son évidence profonde, frappa Wehrer de plein fouet. En décembre, une annonce surprit tout le camp. Le commandant, le colonel David Richardson, réunit les prisonniers et leur annonça qu'ils pourraient fêter Noël, selon leur tradition. Ils avaient le droit de décorer la salle commune, d'organiser leurs offices et même de préparer des repas spéciaux dans les limites des rations. Le camp fournirait des matériaux pour les bricolages et guirlandes, et les églises locales avaient offert des sapins de Noël. Les prisonniers se lancèrent dans les préparatifs avec un entrain qui les étonna eux-mêmes. Des hommes qui n'avaient guère prêté attention à ce genre de choses auparavant se mirent à sculpter des guirlandes, à composer des chants de Noël, à concevoir des ornements sophistiqués. C'était comme si, après des mois d'errance et d'incertitude, ils avaient retrouvé un lien tangible avec leur passé, un pont vers la maison et la vie quotidienne. La veille de Noël, la salle commune avait métamorphosé. Des branches de pin pendaient des poutres, embaumant l'air de leur fragrance vive et résineuse. Des bougies vacillaient sur des tables drapées de papier blanc découpées en motifs festifs. Les captifs avaient uni leurs maigres provisions pour concocter un repas aussi joyeux que leurs conditions le permettaient. Le révérend Thompson arriva avec un petit groupe de son église, chargé de biscuits, de bonbons
et de modestes cadeaux enveloppés de papier brut. Le vieux pasteur les guida dans des chants de Noël, mêlant voix allemandes et anglaises en hymnes qui effaçaient les barrières linguistiques et nationales. Wehrer se tenait au fond et écoutant ces hommes entonner les airs, observant civils américains et prisonniers allemands partager cet instant de trêve, les larmes coulant sur ses joues sans qu'il cherche à les dissimuler. Après l'office, tandis que tous se mélangeaient pour déguster les plats, une jeune Américaine s'approcha de Wehrer. Elle se présenta comme Elizabeth Morrison, la fille du capitaine Morrison, de retour de l'université pour les fêtes. Parlant un allemand impeccable, appris avant la guerre, elle l'interrogea sur sa famille, son foyer, son existence d'avant l'armée. Wehrer se surprit à s'épancher plus librement qu'en année. Il évoqua la boulangerie paternelle à Munich, l'arôme du pain chaud au lever du jour, sa petite sœur rêvant d'enseigner. Il confiait son engagement militaire, sa foi en des engagements illusoires, sa prise de conscience progressive, que ses serments reposaient sur du sable mouvant. Élisabeth l'écouta sans un mot de reproche, le visage empreint de réflexion. Quand Wehrer eut terminé, elle prononça des mots qu'il n'oublierait jamais. « Mon père dit que les guerres opposent les nations, mais ce sont les gens qui les subissent. Et les gens sont bien plus nuancés que les récits simplistes que les pays colportent sur leurs adversaires. » L'hiver s'installa dans sa routine. Les prisonniers travaillaient, mangeaient, dormaient, s'adaptant peu à peu à une existence radicalement différente de leurs anticipations. Les lettres du pays affluant plus souvent, quoique expurgées. Les nouvelles qu'elle portait étaient sombres. Ville dévastée par les bombes, pénuries alimentaires, un conflit s'éternisant sans fin visible. Wehrer lisait celle de sa mère, peinant à concilier la misère qu'elle dépeignait avec l'abondance environnante. En février 1945, la nouvelle parvint au camp. Les Alliés avaient franchi le Rhin. Les défenses frontalières allemandes s'était effondrée. La guerre entrait dans sa phase terminale, sans que quiconque sache sa durée exacte. Les prisonniers accueillirent l'information entre soulagement et angoisse, joie à l'idée d'une fin prochaine des combats, crainte de ce qu'ils découvriraient au retour. Ce soir-là, Klaus vint trouver Wehrer, le visage blême d'inquiétude. Qu'est-ce qui nous attendra une fois tout ça fini? Nous renverront-ils chez nous? Nous punira-t-on pour avoir été faits prisonniers au lieu de combattre jusqu'au bout? Wehrer partageait ses tourments. Les injonctions à mourir au champ d'honneur, la honte jetée sur la capitulation sonnaient faux après tout ce qu'ils avaient vécu. Pourtant, il savait que ces idées régnaient encore là-bas, chez ceux qui ignoraient leurs épreuves. « Je l'ignore, avoua-t-il. Mais nous affronterons ça le moment venu. Pour l'instant, nous sommes là, vivants, traités mieux que nous n'osions l'espérer. » Mars amena les premiers signes du printemps, avec une nouvelle tâche. Plusieurs prisonniers, Wehrer inclus, furent choisis pour la production de sirop d'érable, une pratique typiquement américaine inconnue d'eux. Ils apprirent à entailler les érables, récolter la sève, surveiller les évaporateurs qui concentraient le jus clair en nectar épais et sucré. Travail minutieux demandant vigilance et précision, dont le résultat émerveilla ces hommes privés de douceur pure depuis des lustres.
Le fermier qui les instruisait, un vieil Henry Cooper, expérimenté depuis plus de 50 ans, expliqua chaque étape avec la passion d'un maître, leur montrant comment repérer les bons arbres, anticiper le flux optimal de sève, déterminer l'instant précis où le sirop atteignait la texture idéale. Le dernier jour de la saison, Cooper les surprit en offrant à chacun un petit pot de sirop. « Vous avez bien bossé, » dit-il par l'interprète. « Vous avez mérité cela. » Ce geste modeste revêtait pour Wehrer une signification bien plus profonde. Il ne reflétait pas l'attitude d'un peuple rongé par la haine envers ses adversaires. Il incarnait plutôt celle d'individus capables de dissocier l'homme de la politique, de valoriser le travail accompli et de le récompenser justement. En avril, la nouvelle tant attendue tomba enfin. Le conflit en Europe s'achevait. Les forces allemandes capitulaient sans condition. Les camps américains se mirent en ordre pour le rapatriement progressif des prisonniers, un processus lent et laborieux. Wehrer se tenait dans la cour du camp de Hulton. Écoutant le colonel Richardson proclamer la fin des hostilités, sans éprouver ni joie ni soulagement, seulement une tristesse profonde et nuancée. Le pays pour lequel il s'était battu avait sombré. L'idéologie à laquelle il adhérait s'était révélée désastreusement erronée. La vie d'avant avait disparu, laissant place à un avenir encore impensable. Pourtant, il était en vie. Ces hommes l'étaient aussi. Ils avaient été nourris, logés et traités avec une dignité humaine élémentaire qui surpassait les rancunes de la guerre. Et ils avaient acquis une leçon éternelle. Tout ce qu'ils croyaient savoir sur leurs ennemis était faux. La propagande déformait la réalité au point de précipiter des nations entières dans l'abîme. La vraie grandeur d'une civilisation se mesurait non à ses discours ou ses serments, mais à sa conduite envers ceux qu'elle tenait totalement en son pouvoir. Le rapatriement s'étira sur des mois. Les prisonniers furent interrogés, triés, renvoyés par vagues selon des critères complexes tenant compte de leur région d'origine, de leurs états de service et de leur situation personnelle. Le groupe de Wehrer partit en août, plus d'un an après leur arrivée dans le Maine. Dans les semaines précédant son départ, Wehrer veilla à revisiter les lieux et les personnes qui avaient marqué son parcours. Il se rendit à la ferme de Michael O'Brien pour remercier l'ancien cultivateur de son équité et de sa sagesse. Il passa à l'atelier de réparation de Judge Patterson, observant France et Patterson à changer leurs adresses dans l'idée d'échanger idées et innovations transatlantiques, une fois la paix revenue. Il assista à un dernier office à l'église du révérend Thompson et serra la main du pasteur âgé, le remerciant d'avoir accueilli des étrangers sans préjugés. Lors de sa dernière soirée au camp de Holton, Wehrer rédigea une longue lettre à sa mère. Il lui décrivit tout ce qu'il avait vu et compris, l'abondance, les machines, la générosité. Il évoqua les Américains rencontrés, leur complexité, leurs paradoxes, leur capacité à offrir un respect fondamental, même aux ennemis. Il lui confia qu'il rentrait transformé, porteur de vérités indélébiles et de visions irréversibles. Il conclut sur une promesse. Il rebâtirait, il œuvrerait, il transmettrait les enseignements sur les relations humaines, même dans les pires contextes. Il veillerait à ce que la boulangerie de son père, si elle tenait encore debout, ouvre ses portes à tous, sans distinction d'origine ou de conviction.
et il rappellerait à quiconque voudrait l'entendre que les récits simplistes des nations sur leurs faux sont invariablement plus complexes qu'ils n'y paraissent. Le voyage de retour dura 3 semaines, traversant l'Atlantique sur un autre Liberty Ship, reconverti, puis les trains à travers la France jusqu'aux vestiges de l'Allemagne. Wehrer regagna Munich en septembre 1945, découvrant sa ville en ruine. La boulangerie paternelle n'était plus que gravat. Sa famille, survivant au sous-sol d'un immeuble à moitié détruit, entassé avec des dizaines de déplacés. Mais il vivait encore. Sa mère, son père, sa sœur avaient tenu bon, tandis qu'il contemplait les décombres de son foyer. Wehrer repensa aux champs de pommes de terre du Maine, au sirop d'érable, aux offices religieux, aux Américains qui lui avaient révélé un monde plus nuancé et plus porteur d'espoir que tout ce qu'on lui avait inculqué. Il songea aux convois interminables de camions, à la profusion alimentaire, aux journaux osant critiquer leur propre gouvernement. Il pensa à Michael O'Brien, souhaitant qu'un jour, quelque part, quelqu'un traite son fils avec la même humanité de base, et il se mit à reconstruire. Dans les années suivantes, Wehrer et son père relancèrent leur boulangerie. Ils les relevèrent patiemment, pierre par pierre, repoussant les prêts douteux, optant pour l'honnêteté malgré les raccourcis tentants. Ils embauchèrent sur la base du talent et du caractère, ignorant les réseaux politiques ou les passés sulfureux. Leur réputation de droiture et d'excellence s'étendit, menant à la prospérité. Wehrer n'oublia jamais son séjour dans le Maine. Il échangeait des lettres avec plusieurs personnes rencontrées sur place, notamment avec Michael O'Brien jusqu'au décès de ce fermier en 1962, et partageait avec George Patterson des avancées agricoles qui profitèrent aux affaires des deux hommes. Il racontait son histoire à quiconque voulait l'entendre, en particulier aux jeunes, dans l'espoir qu'ils saisissent à quel point des peuples entiers pouvaient se laisser duper, et combien il était essentiel de remettre en question les récits simplistes face à des réalités complexes. Klaus Becker regagna la ferme familiale en Bavière, qui s'était trouvée sur la route de l'avancée américaine, comme Wehrer l'avait prévu. Son père lui narra des expériences étonnamment proches de celles de Wehrer. Des soldats américains réclamant de la main-d'œuvre pour les récoltes, des officiers stricts mais justes, des rations suffisantes, un traitement humain. Ce schéma se reproduisait dans les zones occupées, imparfaitement et non partout, mais assez pour ridiculiser la propagande des deux camps durant le conflit. Franz Aufbeer reprit son atelier de mécanique en Autriche et en fit une entreprise de fabrication florissante. Lui et George Patterson entretinrent une correspondance pendant plus de 40 ans, échangeant des innovations techniques et nouant une amitié par-delà les distances. Franz revint 2 fois au Maine, en 1958 et 1967, et chaque fois il veilla à passer par le camp Holton, transformé en école professionnelle après la guerre. Il se tint dans l'ancienne salle à manger, devenue salle de classe, et se remémora la veille de Noël 1944. Les chants de Noël, entonnés avec Allemands et Américains, l'instant où sa vision du monde avait basculé. La génération suivante posa des questions. Les enfants de Wehrer cherchèrent à comprendre comment une nation entière avait pu embrasser un chemin menant à une destruction si totale.
Verrer évoqua le désespoir économique, la propagande habile, la propension humaine à adhérer à des histoires simples, renforçant les préjugés. Mais surtout, il parla du Maine, d'Américains qui n'auraient pas pu se montrer cruels et qui optèrent pour la décence, de la force de l'expérience vécue pour briser les idées les plus ancrées. Ces leçons ne furent pas toujours retenues. L'histoire continua de révéler la faculté humaine à l'auto-illusion, à privilégier les mensonges rassurants aux vérités dérangeantes. Pourtant, pour Verrer et ses compagnons, faisons pour ce petit groupe de prisonniers qui anticipèrent une chose et vécurent l'inverse. Le souvenir du Maine devint un jalon indélébile, un étalon pour jauger toute assertion sur ennemi et allié.